L'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour très chers fidèles amis téléspectateurs, merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de l'éveil d'Afrique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Jean-Baptiste Toubo Natama. Il est du Burkina Faso et c'est le directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Dlamini Zuma. Aujourd'hui, nous allons l'interviewer et lui poser des questions portant sur notre cher continent. Monsieur Jean-Baptiste Natama est un citoyen burkinabé. Il est détenteur de diplôme de 3e cycle en études stratégiques, diplomatiques, juridiques et en philosophie. Il est également un militaire de formation. Alors, merci encore une fois, monsieur Natama, de nous retrouver sur Sahara TV. C'est moi qui vous remercie de me recevoir sur Sahara TV. D'accord. Alors, monsieur Natama, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous dites, à moi et à nos téléspectateurs, comment est-ce que vous avez été nommé directeur de cabinet de madame Dlamini Zuma? Il faut souligner que j'ai eu l'occasion de servir notre organisation continentale à différents niveaux de responsabilité depuis quelques années. Je me suis retrouvé en tant que diplomate à être impliqué dans la gestion des conflits sur le continent, notamment au Burundi et au Soudan, mais aussi à m'occuper des questions de développement comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, mais aussi le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Et tout cela a concouru à faire de moi une personnalité assez reconnue à l'échelle de l'Afrique et qui, avec cette expérience pluridisciplinaire et multidimensionnelle, a permis au docteur Nkosazana Dlamini Zuma de faire appel à moi à sa prise de fonction pour être directeur de cabinet. Oui. L'Union africaine, quand elle était créée par les pères fondateurs de notre continent, à savoir le président Kwame Nkrumah, eh bien, ils envisageaient une Afrique unie, une Afrique, ce qu'on pourrait appeler peut-être les États-Unis d'Afrique, une Afrique rassemblée et plus forte. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Union africaine reflète cela? Est-ce qu'elle reflète l'union de l'Afrique? Est-ce qu'elle est assez puissante pour qu'on puisse parler d'une organisation continentale souveraine? Jusque-là, il faut avouer que l'objectif d'unité des États du continent n'a pas encore été réalisé. C'est un objectif politique qui a été fixé comme un objectif à atteindre, mais on doit avouer qu'on n'a pas encore atteint. Il faut cependant noter qu'à la création de l'OUA, le continent n'était pas totalement libéré de la domination coloniale. Et l'objectif de l'organisation était de concourir à la libération totale du continent, ce qui peut être considéré comme un objectif qui a été atteint aujourd'hui, puisque les pays qui restaient encore sous domination coloniale portugaise ou sous le régime de l'apartheid ont fini par se libérer de la tutelle de leurs anciens maîtres. Ceci étant, il faut se dire que la poursuite de l'objectif d'unité du continent sera poursuivie par chacun de nous en tant qu'Africains, selon notre engagement individuel, mais aussi selon notre engagement collectif. Cela va requérir en tout cas une évolution des mentalités, une acceptation des États à comprendre que l'individualisme des États ne permettra pas aux États de réaliser leurs objectifs, surtout que nous sommes dans un environnement international marqué par la constitution de grands ensembles. Donc l'Afrique n'aura pas d'autre choix que d'aller vers la réalisation de cet objectif politique. Mais quand même, on peut dire aussi que si l'objectif politique ne peut pas être immédiatement atteint, il faut réaliser l'objectif économique qui doit permettre à l'Afrique de créer les bases, peut-être aussi de son développement économique, et à partir de ces bases-là, envisager la poursuite de l'objectif politique. En parlant de l'objectif économique, il y a à peine un mois, le président américain
conviés aux États-Unis presque tous les chefs d'État africains pour parler des investissements en Afrique et comment conduire plus d'investisseurs américains sur le marché africain et exploiter cette potentialité que nous avons en termes de ressources naturelles et ressources humaines. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que l'essor économique de l'Afrique doit passer forcément par l'investissement des puissances étrangères? Non, je ne pense pas que l'essor de l'Afrique, l'essor économique de l'Afrique doit passer nécessairement par les puissances étrangères à l'Afrique. Le développement de l'Afrique sera possible si les Africains eux-mêmes s'engagent à se développer, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne développe pas quelqu'un, mais on se développe. Donc ma conviction, c'est que les Africains doivent décider eux-mêmes s'ils veulent se développer, quel type de développement ils veulent et comment ils envisagent ce développement. Cependant, nous sommes dans un environnement international dans lequel on ne peut pas occulter la nécessaire interaction entre États ou entre régions ou entre communautés. Et je pense que cette rencontre qui a eu lieu aux États-Unis, plus que de faire rêver les Africains, a été une opportunité pour les Africains de pouvoir apporter un message qui contribue aussi à effacer certains stéréotypes et certains préjugés qu'on a sur l'Afrique. Autrement dit, je suis convaincu que l'Afrique dispose de ressources suffisantes pour amorcer à son propre niveau son développement, sauf qu'elle peut bénéficier de l'expérience des autres, elle peut bénéficier du savoir-faire scientifique, technique des autres pour réaliser son développement. Vous savez, notre continent est dit être le plus riche au monde en termes de ressources. Et nous avons toutes les ressources naturelles qu'il faut, toutes les terres qu'il nous faut. En termes de ressources humaines également, nous avons une très grande population jeune, plus de 700 millions de jeunes, mais elle traîne toujours, elle est toujours à la traîne. Alors dites-nous, quelle est votre position sur la pauvreté en Afrique? Quelle est votre solution à cette pauvreté? Parce que d'une part, nous avons des gens qui pensent qu'il faut aider les Africains à travers les ONG, les actions caritatives, comme les actions de programme des Nations Unies pour le développement. Il y en a qui disent qu'il faut investir, qu'il faut créer des emplois, etc. Mais quelle est votre position? Quel ensemble pensez-vous est la solution magique pour pouvoir sortir l'Afrique de la pauvreté? Je crois que les sociétés sont faites pour les hommes et par les hommes. L'Afrique est une Afrique des Africains et des Africaines, pour les Africains et les Africaines. Il faut que les Africains intègrent cela dans leur façon de voir les choses. Si nous intégrons cela dans notre façon de voir les choses, cela va sans dire que immédiatement nous aurons la perception que toute volonté de transformation de l'Afrique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, va exiger la transformation des Africains eux-mêmes. Cette transformation des Africains appelle à un changement d'attitude, un changement de mentalité, un changement de comportement. Parce que la pauvreté n'est pas une fatalité pour nous les Africains. Il n'est pas dit que nous serons toujours pauvres et que nous devons être pauvres. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons des ressources qui, si elles sont judicieusement exploitées, si elles sont transformées pour créer de la valeur ajoutée, ces ressources vont nous permettre de répondre à nos besoins en matière de développement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous avons constaté que nous sommes restés dans la même logique économique que celle qui a prévalu pendant la période où l'Afrique était sous domination. Nous avons plutôt donné toujours l'image d'une Afrique qui doit exporter ses ressources sans chercher à les transformer pour créer de la valeur ajoutée localement, sans chercher à les transformer et créer des emplois à travers le processus de transformation au niveau local. Et cela ne peut pas continuer. Si nous voulons nous en sortir, nous devons d'abord nous organiser pour chercher à transformer localement nos ressources, ce qui nous permettra de créer de la valeur ajoutée et de créer des emplois pour les Africains. Sur cette base, nous pourrons alors en ce moment nous mettre dans une position où nous offrons des produits semi-finis ou des produits finis au reste du monde et non des matières premières.
Mais quand il est question de transformation, il va falloir avoir la logistique pour l'accompagner. Est-ce que l'Afrique, comme la Chine par exemple, est capable de produire les machines afin de pouvoir s'industrialiser? Et sinon, comment est-ce qu'elle peut développer une politique économique pouvant lui permettre d'acquérir cette technologie afin d'améliorer sa production? Tout est une question de volonté et la première tâche qui incombe aux Africains, de mon point de vue, sera l'éducation des Africains. Il faut créer les conditions pour que les jeunes Africains aient accès à l'éducation. Le premier investissement que nous devons faire, c'est investir réellement dans l'éducation de nos populations. Vous savez, l'éducation est la clé à tout. Une fois que vous donnez à quelqu'un la possibilité d'être éduqué, vous libérez son potentiel. Vous lui donnez des opportunités pour qu'il puisse exprimer au mieux son potentiel. Donc, nous devons investir dans l'éducation des jeunes Africains pour leur permettre d'avoir accès à la science, d'avoir accès à la technologie, d'être capable de proposer des solutions innovantes, mais aussi envisager des formations professionnelles où chacun pourra s'exprimer selon la vocation qui est la sienne. Et en mettant l'accent sur le processus d'éducation, nous allons développer nos ressources humaines et ces ressources humaines seront capables de relever les défis qui se posent à notre société. Dites-vous que ceux qui ont inventé telle ou telle chose dans tel ou tel pays ne sont pas différents de nous. Donc si nous donnons le savoir-faire et le savoir à nos jeunes Africains, ils pourront effectivement contribuer à inventer des choses qui peuvent nous permettre de répondre à nos préoccupations. Sans vouloir vous contredire, vous avez parlé de l'éducation. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons dans plusieurs pays africains des centaines de milliers de jeunes qui sont des diplômés universitaires, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose de potable avec leur diplôme. Nous avons des jeunes qui sont conducteurs de taxi avec des diplômes universitaires. Et si ces jeunes nous disent que oui, on parle de l'éducation, nous l'avons obtenu cette éducation, mais elle ne nous sert pas. Alors ne pensez-vous pas que c'est la méthode d'éducation, bien la forme de l'éducation que l'on inculque aux jeunes qui joue également un rôle, bien qui fera une différence? Oui, probablement que l'éducation ne doit pas se faire au hasard, comme on pourrait le dire, vous m'excusez de cette expression, mais l'éducation doit se faire de manière structurée. De manière structurée, pourquoi? Parce que l'éducation doit permettre de répondre aux besoins d'une société. Vous ne formez pas les gens sans savoir exactement quels sont les besoins de votre société. Les besoins qui existent sur le plan social, les besoins qui existent sur le plan économique, les besoins qui existent sur le plan politique et qui relèvent de l'ensemble de la structure même de la société. Si vous prenez la question des emplois, par exemple, il faut noter qu'il y a des secteurs qui emploient. Il y a des secteurs qui ont un fort potentiel d'employabilité, comme on pourrait le dire. Et ces secteurs, ils doivent être connus. Et la formation doit être mise en adéquation avec la demande qui existe en la matière. Mais si on forme les gens aveuglément, comme on le dit souvent, bon, nous courons le risque effectivement de former des gens qui ne peuvent pas trouver des secteurs dans lesquels réellement ils peuvent apporter leur contribution. Mais il faut dire qu'il ne s'agit pas de former seulement, mais il faut former à avoir une stratégie globale pour le développement de l'Afrique, ce qui permettrait une interaction entre différents secteurs à caractère transversal qui pourrait permettre de résoudre de façon holistique ces problèmes qui se posent à l'Afrique. Alors là, vous m'amenez sur la question de la Vision 2063. La Vision 2063 est une plateforme que l'Union africaine a publiée en 2013 qui communique en fait sa vision du continent, en quoi elle souhaiterait voir le continent dans 50 ans. Et donc, qu'est-ce que la Vision 2063? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos téléspectateurs et nous dire ce que l'Union africaine voit en Afrique dans 50 ans? Nous avons fait l'évaluation à l'occasion du cinquantenaire de la création de notre organisation et nous nous sommes rendus compte qu'en 50 ans, même si nous avons progressé sur certains plans, les résultats étaient plus ou moins mitigés. Nous avons pensé que pour nous projeter dans les prochaines 50 années,
il nous faut nous doter d'une vision. Et cette vision, je pourrais la résumer en quelques mots. Une vision pour une Afrique dans les prochaines 50 années où il y aura la prospérité en Afrique, où il y aura la paix et où effectivement l'Afrique va jouer un rôle substantiel sur la scène internationale et où l'Afrique sera intégrée. Oui. Donc voilà 4 objectifs essentiels, c'est-à-dire la prospérité, la paix, l'intégration et la place dynamique que l'Afrique peut occuper sur la scène internationale. Donc nous nous sommes dit que cela devrait être l'Afrique que nous voulons dans les prochaines 50 années. Ça ne veut pas dire que nous attendrons forcément 50 ans pour réaliser cela. Si nous, les Africains, nous prenons conscience de la nécessité de réaliser un tel objectif et que nous nous mobilisons en retroussant nos manches pour réaliser cela, nous pourrons peut-être le réaliser en 10, 15, 20 ans ou 30 ans, sur une génération ou deux. Mais l'objectif essentiel, c'est effectivement de concourir à la réalisation de cette vision pour les prochaines 50 années, c'est-à-dire de définir cette Afrique que nous voulons pour nous-mêmes en tant qu'Africains d'aujourd'hui et en tant qu'Africains à venir. Par contre, dans cet objectif, alors, il faut définir des priorités. Et les priorités, comme je l'ai dit tantôt, devraient mettre l'accent sur l'investissement dans la population. Investir dans la population africaine. Investir dans la population africaine, c'est d'abord investir dans l'éducation, comme je l'ai dit. Parce que, quoi qu'on dise, nous avons des ressources naturelles, minéralières, qui ont été indiquées comme étant des sources de richesse pour l'Afrique. Mais la principale richesse d'un pays, c'est sa population. Et notre principale richesse, c'est notre population. Et pour que nous puissions envisager avec sérénité la réalisation d'une telle vision, il faut que les Africains soient préparés à cela. Vous ne réalisez pas une vision sans préparer les Africains à être capables de contribuer à la réalisation de cette vision. Vous voulez créer la prospérité, vous avez besoin d'Africains formés, éduqués, qui peuvent concourir à la réalisation de la prospérité. Vous voulez promouvoir la paix, vous avez besoin de former des Africains qui vont concourir à la promotion de la paix. Vous avez besoin de promouvoir la démocratie, vous avez besoin d'Africains qui sont nourris aux valeurs de la démocratie et qui peuvent concourir à la promotion de la démocratie, ainsi de suite. Donc, notre conviction, c'est que les Africains doivent s'approprier cet agenda 2063, puisque de par le passé, des programmes ont été définis par l'Union africaine ou avec les États et n'ont pas toujours produit les résultats qu'il fallait attendre de ces programmes-là. Et pourquoi les programmes précédents n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui freine en fait l'Union africaine dans ces différentes démarches? Quelles sont les difficultés que vous avez dans la réalisation de vos œuvres? Ces programmes n'ont pas réussi. Une des raisons fondamentales du fait que ces programmes n'ont pas réussi, c'est la non-appropriation de ces programmes par les populations. Comme je l'ai dit tantôt, on ne développe pas quelqu'un, on aide quelqu'un à se développer. Et donc, nous avons estimé que les différents programmes qui avaient été conçus avaient été tantôt soit conçus par des techniciens ou des experts, ou conçus avec l'aide des États, mais sans la participation des Africains. Donc, il faut revoir comment nous concevons nos projets et nos programmes. C'est pourquoi, dans l'approche de la conception de l'agenda 2063, nous avons pris sur nous d'adopter l'approche inclusive et participative. Cette approche inclusive et participative nous a amené à établir des moyens, des mécanismes de consultation avec le maximum d'Africains possible. Nous avons consulté la jeunesse africaine, nous avons consulté les femmes africaines, nous avons consulté les milieux académiques, nous avons consulté la diaspora, nous avons consulté les États, nous avons consulté la société civile, nous avons mis en ligne un ensemble de questionnaires pour que chaque Africain ait la possibilité de dire l'Afrique qu'il souhaite pour 2050. Et nous avons, au-delà de toutes ces consultations,
inviter les États à continuer les consultations à l'intérieur du pays parce qu'il faut créer un vaste ensemble avec un partenariat entre les différents États, entre les différentes composantes de la société, entre les différents acteurs du développement pour créer les conditions d'un mouvement d'ensemble de l'Afrique vers la réalisation de cette vision. Voilà à peu près ce que je peux dire sur ce que nous avons comme vision derrière cet agenda 2063. D'accord. Et là, je reviens encore à mes questions qui est connectée à une autre. Vous savez, il y a une critique que l'on reçoit souvent sur l'Union africaine. Les gens disent qu'elle est comme une coquille vide, qu'elle est une organisation qui n'est pas puissante, qui n'a pas vraiment d'effet, qui n'arrive pas à s'imposer sur les gouvernements. Dites-nous, qu'est-ce qui rend l'Union africaine faible comme elle paraît l'être? Qu'est-ce qui lui empêche d'être une organisation beaucoup plus puissante et qui lui empêche de réaliser ses objectifs de la façon la plus proprement dite? Mais je crois que c'est assez simple parce que l'Union africaine jusque-là n'est pas une union des peuples. Elle est une union des États. Okay. Et si les peuples africains veulent donner de la force et un contenu à l'Union africaine, il faut que les peuples africains s'approprient l'Union africaine, sa vision, ses objectifs. Et c'est pourquoi j'estime que plutôt que de critiquer l'Union africaine en l'état, les Africains doivent prendre leurs responsabilités en tant que citoyens, membres des organisations de la société civile, en tant que citoyens intellectuels ou citoyens ordinaires de l'Afrique. Ils doivent s'intéresser aux problématiques du continent et faire les pressions qu'ils jugent utile de faire sur les États pour que les États prennent en considération leurs préoccupations en matière d'agenda collectif au niveau de l'Afrique. Donc c'est une responsabilité qui nous incombe à nous tous. Nous devons travailler à ce que l'Union africaine change de son statut actuel d'union des États pour aller vers une union des peuples. Oui. Parce que les peuples, du moins eux, sont déjà plus ou moins intégrés, si l'on peut voir, si l'on peut dire, à travers la configuration même géographique de nos pays. Les populations frontalières ou transfrontalières interagissent sans considération politique. Donc, c'est en transformant l'Union africaine en union des peuples que nous pourrons effectivement donner un contenu plus fort. Et pour permettre cette intégration des peuples, justement, l'Union africaine a créé un programme de volontariat de jeunes Africains qui permet d'envoyer des jeunes Africains dans différentes communautés africaines, je pense, pour 2 ans, afin de s'intégrer dans ces communautés et de réaliser des projets également. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de ce projet et ce pourquoi l'Union africaine a décidé de créer une initiative de ce genre? Nous avons mis en place un programme de jeunes volontaires à l'Union africaine parce que nous pensons que la question de la jeunesse est importante et elle nous est également dictée par la réalité démographique de notre continent, où 70% de la population est jeune. On ne peut rien envisager de sérieux, on ne peut rien envisager de durable si on ne place pas la jeunesse au cœur de nos préoccupations. Mais l'Union africaine a voulu, à travers le programme des jeunes volontaires, créer des conditions pour donner disons, une sorte de référence aux États membres et à différentes structures, qu'elles soient la société civile, des organisations non gouvernementales ou des acteurs du développement au niveau du secteur privé, en disant qu'il y a un potentiel jeune sur le continent et que nous pouvons, par ce mécanisme, permettre à ces jeunes d'avoir de l'expérience. Et parce que quand vous êtes jeune et que vous allez chercher un emploi, on vous demande de prouver que vous avez de l'expérience. Et très souvent, on a du mal à prouver qu'on a de l'expérience, puisqu'il n'y a pas d'opportunité. Et donc, nous avons créé cette structure des jeunes volontaires pour permettre à des jeunes Africains d'avoir de l'expérience et en même temps servir d'exemple aux États pour que les États fassent la même chose dans leur pays de manière à ce que de plus en plus d'opportunités soient offertes aux jeunes pour qu'ils acquièrent de l'expérience et qu'à partir de cette expérience, ils puissent avoir accès à des emplois qui peuvent concourir à leur épanouissement et qui peuvent permettre à l'Afrique de se développer. Alors sur cela, je vais vous arracher votre mot de fin et quel est votre message à la jeunesse africaine qui vous suit à travers Sahara TV?
Je voudrais profiter de cette occasion pour dire à la jeunesse africaine qu'elle est l'avenir de ce continent et elle est aussi le présent de ce continent. Elle est le présent de ce continent parce qu'aujourd'hui, elle constitue la majorité de la population. Elle est l'avenir du continent parce que c'est elle qui aura la responsabilité aussi de gérer le continent dans les années à venir. Donc, cela constitue une énorme responsabilité pour la jeunesse africaine, mais elle ne doit pas avoir peur d'assumer cette responsabilité. Il faut qu'elle comprenne que les Africains ont lutté à un moment donné pour donner à ce continent plus ou moins une indépendance politique. Aujourd'hui, la nature des défis se trouve ailleurs. C'est l'achèvement de l'indépendance politique, mais surtout la réalisation de l'indépendance économique qui va consolider l'indépendance politique. Et donc, les jeunes Africains ont un devoir aujourd'hui, c'est de mener la lutte pour assurer l'indépendance économique de l'Afrique, de sorte à pouvoir créer les conditions pour finaliser le processus d'indépendance politique de l'Afrique. Et donc, il faut que chaque jeune Africain comprenne qu'il est de sa responsabilité d'assumer cela. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Toubo-Ntama. Eh bien, très chers fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien exclusif avec M. Jean-Baptiste Toubo-Ntama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cet entretien et espérons vous retrouver très prochainement dans le prochain épisode de l'Éveil d'Afrique. Ici, c'était Farida Naborema depuis Sahara TV.